Propagation. Le podcast qui décode la guerre informationnelle. La désinformation climatique, c'est un moyen. La fin, c'est pour certains le démantèlement démocratique, pour d'autres leurs intérêts économiques, pour d'autres encore une vision idéologique du monde bien assumée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propagation. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Ça nous rend très heureux par ici chez Opsi.ai. Donc merci beaucoup. Je suis toujours Guillaume Ledy et j'ai toujours l'honneur de présenter cette émission. Et aujourd'hui, on va se plonger collectivement au cœur d'un front particulièrement actif de la guerre informationnelle. J'ai nommé la désinformation climatique. Le climat, alors, est-ce qu'il est déréglé, réchauffé ou pas On peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas dans ce réchauffement climatique. On nous a baratiné depuis des décennies, on a tous vécu sous ces catastrophismes climatiques, il est temps d'arrêter. La transition écologique est évidemment une priorité, mais c'est pas la priorité des priorités, c'est pas vrai. Alors ça, ce sont quelques extraits compilés par le média Blast et qui datent tous de 2025. À l'heure où le consensus scientifique sur le réchauffement climatique est robuste et où la responsabilité des activités humaines dans ce processus est avérée, on pourrait se dire qu'il est temps collectivement de passer à l'étape d'après. Ce pourrait être par exemple l'établissement de stratégies pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, puisque chaque degré compte, on le rappelle, ou bien la prise en compte dans nos politiques publiques de l'impérieuse nécessité de s'adapter aux conséquences déjà désastreuses des dérèglements du climat. Eh bien, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Nous n'en sommes pas encore là. Rien que dans les médias audiovisuels français, ce ne sont pas moins de 10 cas de désinformation climatique avérés qui ont été repérés par mon invité et ses partenaires. Et cette offensive systémique, j'allais dire, qui vise à saper la confiance du public dans la science climatique, trouve évidemment des relais et des caisses de résonance sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque face à cette offensive, une nouvelle génération d'acteurs s'organise pour défendre l'intégrité de l'information, et notamment de l'information climatique. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui l'une de ces figures. Eva Morel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice et secrétaire générale de Quota Climat, l'ONG qui a donc révélé ces chiffres alarmants, qui a commis cette étude, grâce à un outil de détection automatisé de la désinformation climatique sur lequel on reviendra. Mais d'abord, précisez peut-être un peu ce que c'est que Quota Climat, avec laquelle vous menez depuis 2022 un combat assez méthodique pour transformer le traitement médiatique des enjeux climatiques. Alors déjà, bienvenue chez nous et peut-être commencer par préciser effectivement comment vous êtes venu à créer Quota Climat, quel a été votre parcours, votre réflexion et ce que c'est et comment c'est articulé aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Quota Climat, c'est une organisation non gouvernementale, ONG, qui travaille sur le traitement médiatique des enjeux environnementaux depuis 2022. Notre point de départ, c'était le temps d'antenne consacré aux questions environnementales pendant la période présidentielle de 2022. D'accord. On a constaté que ce temps d'antenne était très faible en comparaison de la gravité des enjeux, puisque notamment à ce moment-là, il y avait les rapports du GIEC, les nouveaux rapports du GIEC qui venaient de sortir et qui faisaient état d'une urgence de plus en plus forte. On en était en 2022 au 5e ou 6e, je sais plus. On était au 6e. 6e. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de rehausser cette couverture médiatique, notamment en période électorale, puisque c'est des moments où on débat d'enjeux démocratiques de fond, de long terme, plus que d'habitude. Donc, on a proposé la création d'un quota volontaire de la part des médias en période électorale pour parler d'environnement. D'accord, d'où le nom de l'association, D'où Quota Climat. D'accord. Vous vous adressez aux médias traditionnels en disant « il faut traiter de ces sujets-là à telle hauteur, fixez-vous un quota et nous, on se charge de voir si vous le respectez », c'est ça ? Alors, pour nous, c'était vraiment une proposition provocatrice D'accord. de lancement de l'association. On ne pensait pas forcément que ça allait avoir un tel engouement. Mais suite à ça, on s'est structuré en différents axes d'action. Et depuis, on fait des choses beaucoup plus larges. Premièrement, on interpelle les médias sur nos réseaux sociaux. C'est la chose la plus visible de Quota Climat. On les interpelle à la fois sur les bonnes pratiques pour inspirer l'ensemble du secteur et aussi sur les pratiques qui relèvent soit de la désinformation, soit de l'omission, soit de la dissonance cognitive ou soit du silotage en fait, des rubriques dans les différents médias qui font qu'on parle d'environnement de manière très pointue dans certaines rubriques et pas du tout dans d'autres qui sont pourtant liées, comme par exemple les rubriques politiques, économiques, éducation, santé, etc. Transport, par exemple, de façon Par complètement hasard. aléatoire, par hasard, on n'y reviendra pas du tout. Mais donc, vous êtes plongé au quotidien dans ce que produisent l'ensemble des médias sur ces questions-là. C'est comme ça que ça s'articule ? Exactement. Donc, ce travail d'interpellation, il fait appel à un travail de veille au quotidien de la part des équipes de Quota Climat.
Et ça fait appel également au deuxième axe de notre action, qui est du monitoring, de la production de données. Donc, on produit de la donnée sur la quantité, la qualité d'informations environnementales dans la télé, la radio et la presse française. Tout d'abord, on a cofondé l'Observatoire des médias sur l'écologie avec plusieurs autres organisations. Observatoire des médias sur l'écologie, qui est un outil qu'on appelle un commun numérique, donc qui est accessible en accès libre sur un site internet et qui permet de savoir exactement quel est l'état du temps d'antenne consacré aux questions environnementales en France en live. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir du jour au lendemain cette donnée. Ce qu'on a constaté, c'est qu'entre 2023 et 2024, on a une chute de 30% de la couverture environnementale des sujets dans la télé et la radio française. De combien, pardon ? De 30%. Ouais, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Et cette chute quantitative, elle s'est aussi couplée à une chute qualitative. Et c'est la deuxième chose qu'on monitore, c'est la désinformation dans l'espace audiovisuel français. On a développé un outil avec les organisations Data for Good et Science Feedback qui permet de savoir exactement quel est le nombre de cas de désinformation chaque jour dans tous les médias du périmètre, donc 18 médias télé-radio. Et avant de revenir peut-être sur cet outil, est-ce que vous avez réussi à comprendre à quoi était liée cette chute de 30% entre 2023 et 2024 des sujets liés au climat dans les médias ? Je pense qu'il y a deux éléments qui l'expliquent. La première chose, c'est que les responsables politiques s'en sont moins saisis, avec cette impression que ça n'intéresse moins ou plus du tout la population. Nous, c'est quelque chose contre lequel on va vraiment de front, parce qu'on voit dans les études, et beaucoup de chercheurs le documentent, que en fait, cette impression de backlash citoyen n'existe pas. Et ensuite, deuxième chose, cette impression des journalistes que parce que les politiques n'en parlent plus, alors ce n'est plus l'actualité avec un grand A, et que en fait, il y a un refus de l'influence performative qu'ont les médias dans l'espace public. Refus de dire, en fait, c'est nous aussi qui mettons à l'agenda des sujets volontairement. Et nous, on a constaté ça avec des échanges qu'on a au quotidien avec certains médias qui nous disent, mais puisque on n'en parle pas, on ne va pas nous mettre à l'actualité de manière artificielle un sujet qui n'en est pas un. Et qui n'intéresse personne. Et qui n'intéresse personne. Ouais. Alors, l'intérêt de la population, il est net quand on voit, par exemple, les sondages de confiance et d'attente des citoyens par rapport à l'information que fait l'Arcom. On voit que l'information environnementale, c'est le sujet sur lequel il y a le plus d'attente et le plus de mécontentement à date des Français. Et puis, sur la question du manque d'actualité, en fait, il se passe énormément de choses qu'on n'a pas coutume de considérer encore dans les médias comme d'intérêt public, comme par exemple des reculs environnementaux qui ont été documentés par le réseau Action Climat à hauteur de 43 depuis le début de l'année 2025. 43 reculs environnementaux de type réglementation qu'on est en train de détricoter, c'est ça dont on parle ? D'accord. Exactement. Okay. Au-delà de ça, il y a énormément de mécanismes chimiques, biologiques, physiques qui pourraient permettre de comprendre la rapidité des bouleversements en cours, et que ce serait intéressant de pouvoir les documenter aussi sur des heures de grande écoute en vulgarisant ces phénomènes. Et puis, dernière chose, nous, ce qu'on constate aussi avec l'Observatoire des médias sur l'écologie, c'est qu'il y a très peu de solutions qui sont visibilisées dans les médias, et que face à cette faible capacité de comprendre ce qu'on peut faire à son niveau, on est très vulnérable à la désinformation. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate, c'est que la faible quantité d'informations environnementales se couple à une progression de la désinformation qu'on explique par plusieurs facteurs. Et donc, le combo des deux fait qu'en fait, on se retrouve dans un espace informationnel qui est de plus en plus vulnérable à des ingérences économiques, ingérences politiques, ingérences étrangères. Et ça nous inquiète beaucoup. Ouais, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on y reviendra plus tard sur la question de la réception, mais c'est vrai que quand on se sent démuni, on est plus propice à accepter un certain nombre de narratifs qui confinent à la désinformation, ou qui sont très clairement de la désinformation. Justement, ces narratifs, vous avez commencé à l'évoquer à l'instant, vous les analysez dans le cadre d'une grande enquête et d'un outil de détection automatique de la désinformation climatique dans un certain nombre de médias. Cet outil-là, il est opérationnel depuis quand ? Et après, on reviendra sur les trouvailles que vous avez effectuées grâce à cet outil. Il est opérationnel depuis quand et comment ça marche ? Alors, il est opérationnel depuis le début de l'année 2025. Okay. On a publié une première note préliminaire en avril, et les résultats seront disponibles en accès libre en France à partir de octobre. Et donc ça nous permet de monitorer l'état de la désinformation climatique au cas par cas dans l'espace audiovisuel. Comment ça fonctionne précisément ? C'est qu'on achète les retranscriptions du prononcé audiovisuel. Donc, tout ce qui est dit à la télé et à la radio, nous, on achète les retranscriptions. Et ensuite, on vient appliquer un modèle d'intelligence artificielle, un LLM, un Large Language Model, qui permet d'analyser les narratifs les plus récurrents.
on utilise une taxonomie qui a été développée par l'université de Exeter, Ok. qui s'appelle la taxonomie CARDS, et qui établit les différents types de narratifs de désinformation. On y reviendra peut-être en détail tout à l'heure, mais c'est Voilà. extrêmement intéressant. Et donc, grâce à ça, et donc, c'est important aussi de dire que ça repose sur une méthodologie académique qui n'est pas sortie d'un chapeau citoyen militant. À partir de ça, on a ensuite de l'intelligence humaine en surcouche. Donc, c'est l'organisation Science Feedback, qui est une organisation de fact-checking certifiée, qui vient au cas par cas vérifier tout ce que le modèle ressort pour certifier que ce soit bien des cas de désinformation selon la méthodologie qui leur est propre. D'accord, parce que dans cet outil, je mentionnais vos partenaires, vous avez Science Feedback, vous et Data for Good, c'est Data ça for hein Good, Ok. exactement. Si je n'ai pas dit, des acteurs très importants et intéressants sur ces questions spécifiques de technologie appliquées à l'étude de la désinformation, notamment climatique. Alors, dans les résultats, les premiers résultats en tout cas de cette étude, je mentionnais en introduction le nombre par semaine d'éléments de désinformation qui émergent dans les médias, on va dire, traditionnels, c'est les médias audiovisuels français. Il y a des sujets qui remontent de façon assez claire, c'est l'énergie et la mobilité. Donc, ces deux sujets remontent principalement, et un certain nombre de médias aussi. Alors, on est sur un podcast, on va pouvoir citer les médias qui commettent le plus de désinformation. Est-ce que vous pouvez nous donner les quelques conclusions auxquelles vous êtes arrivés pour l'instant ? Alors, pour commencer, la conclusion phare, c'est que la normalisation de la désinformation dans l'espace télé-radio français est beaucoup plus avancée que ce qu'on pensait. On a été hyper surpris par le nombre de cas détectés. Donc, on parlait de 10 par semaine. Au total, c'est 128 en l'espace de 3 mois. Et là, on est en train de poursuivre l'étude. On publiera en octobre les résultats, comme je le disais. C'est des centaines de cas. Alors, 128 cas en 3 mois sur 18 médias étudiés, c'est ça ? Exactement. Ok. De désinformation. Donc, est-ce que vous pouvez illustrer, nous dire un peu ce que c'est ? Est-ce que c'est de la désinformation pure ou est-ce que c'est de la mésinformation ? Il s'agit de quoi ? De quel type d'assertion ? C'est des assertions qui sont considérées comme allant à l'encontre du consensus scientifique. D'accord. Consensus scientifique qui ne porte pas uniquement sur l'origine humaine du changement climatique ou son existence, mais aussi sur des solutions qui sont avérées à des solutions de la transition écologique, comme les énergies renouvelables, les véhicules électriques ou l'action de la société civile ou des scientifiques ou des institutions sur les questions de climat. Ok. Donc un exemple, ça va être les énergies renouvelables ne fonctionnent pas. Le véhicule électrique est plus polluant que le véhicule thermique, ce type de choses. Nous, ce qu'on constate, c'est que au-delà de cette normalisation, on a des médias qui sont extrêmement exposés à des cas de désinformation, que ce soit par des invités qui interviennent sur les plateaux, mais aussi parfois par des journalistes qui sont des journalistes récurrents de ce type de médias, qui sont des animateurs. Là, on peut penser par exemple à Pascal Praud. Voilà. Pascal Praud qui est sur, alors où on se parle, CNews et Europe 1, si je dis pas de bêtises. Exactement. Mais aussi à des lignes éditoriales qui sont propices à ce type de sujet parce que régulièrement, ça revient sur le tapis. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des narratifs qui émergeaient dans certains médias très exposés. Donc, les 4 médias les plus exposés dans l'étude sont CNews, Europe 1, RMC et Sud Radio. Mais ensuite, progressivement, on va les retrouver même dans l'audiovisuel public parfois. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe parce qu'on constate qu'en fait, en créant un profil médiatique autour de certains interlocuteurs, dès lors qu'un sujet devient l'actualité, on l'a constaté par exemple avec le blackout en Espagne et au Portugal, ces personnes sont ensuite réinvitées sur les plateaux de manière beaucoup plus massive. Alors ça, c'est effectivement un sujet peut-être sur lequel on va s'arrêter. C'est un peu de j'allais dire de la tambouille médiatico-journalistique, mais c'est extrêmement intéressant quand on parle de désinformation. Il faut aussi s'intéresser évidemment aux acteurs et à la façon dont effectivement il est plus simple d'aller inviter quelqu'un qui a l'habitude de pérorer sur un certain nombre de sujets, même si c'est pas un expert ou une experte du sujet, mais qui va avoir sans doute des assertions de façon très, ce qu'on appelle les punchlines, de façon très assertive sur un certain nombre de sujets. Et donc, ce que vous nous dites là, c'est qu'on ouvre un peu ce qu'on appelle une fenêtre d'Overton en disant, tiens, cet expert ou cette experte, on ne va pas les mentionner, qui fait RMC, Europe 1, etc., va se retrouver appelé par des médias de service public ou des médias qui sont pas forcément connotés en termes de désinformation climatique et qui va donc se retrouver à faire le tour des plateaux et à pouvoir tranquillement balancer ses narratifs sans contradiction. Exactement. Et le manque de contradiction, je pense que c'est important de dire qu'on pense qu'il n'est pas intentionnel dans la majorité des cas. On ne dit pas que les médias désinforment, on dit que les médias sont des supports de désinformation qui sont poreux à un mécanisme contre lequel ils devraient être des remparts. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les médias ne jouent plus nécessairement ce rôle de rempart par rapport à un phénomène qui est amplifié par des intérêts qui sont très puissants. Des intérêts puissants, et là, je vais les citer, de la part des ingérences étrangères. La Russie, par exemple, mène une politique active de désinformation climatique sur le sol européen.
Notamment en Pologne, ça a été aussi démontré pendant la période électorale récente en Allemagne. Mmh. Et ça, c'est important de dire que c'est massivement instrumentalisé pour diviser l'opinion et donc permettre de plus en plus de faciliter ses intérêts stratégiques en Europe. Au-delà de ça, on a tout ce qui est économie carbonée. Donc là, je veux citer l'économie fossile, l'économie plastique, qui est aussi très active dans la propagation de ces narratifs, l'économie automobile aussi. Ensuite, on va avoir tout ce qui est économie de l'attention. Donc, c'est les réseaux sociaux et le secteur de la publicité qui vont monétiser l'attention. Et donc, tout ce qui divise, tout ce qui clive, tout ce qui suscite des émotions fortes, ça crée plus d'attention du public, on le sait. Mais donc, en amplifiant algorithmiquement la visibilité de certains contenus, ça crée de l'argent, en fait. Donc, non seulement ça veut dire que ces politiques de désinformation sont financées, mais ça veut dire aussi qu'elles sont rentables. Et au-delà de ça, on a des groupes politiques, notamment l'extrême droite, qui va surfer stratégiquement sur cette visibilité nouvelle des sujets environnementaux pour accroître les clivages, parce qu'en fait, dès qu'on a une polarisation de l'opinion, qui ressort gagnant? Les extrêmes, et donc notamment l'extrême droite qui a un intérêt à ne pas se servir, à s'opposer à l'environnement pour créer un facteur de distinction par rapport à d'autres partis. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, notamment parce que, alors on le voit dans les caisses de résonance que sont les réseaux sociaux, donc vous vous intéressez aux médias dits traditionnels, aux médias audiovisuels. Comme vous l'évoquiez avec la dimension algorithmique de la chose et les plateformes sociales, on a cette caisse de résonance qui va effectivement insister sur ces questions-là et sur ces questions de polarisation. La réflexion que je me faisais en vous entendant parler, c'est que les questions écologiques sont pourtant au cœur des préoccupations de nos concitoyens et concitoyennes, du moins en France. Et la préservation, en tout cas, de l'environnement est quelque chose qui mobilise de façon positive, et on l'a encore vu récemment avec la mobilisation autour de la loi Duplon, un certain nombre de Français. Comment vous expliquez cette distinction entre l'intérêt que les Françaises et les Français ont pour les questions écologiques et pour la préservation de l'environnement et ces éléments de désinformation massifs qui viennent justement essayer de contrecarrer ça? C'est le chercheur Théodore Tallant à Sciences Po qui dit qu'il ne faut pas confondre la politique climatique et les politiques climatiques. C'est pas parce que la priorité environnementale suscite de l'adhésion que certains sujets en particulier le font également. Et donc je vais prendre 2 exemples récents. L'exemple des zones à faible émission, qui a suscité beaucoup de débats en plateau et beaucoup de cas de désinformation. Peut-être préciser ce que c'est que les fameuses ZFE. Donc les zones à faible émission, c'est cette politique publique qui vise à sortir la voiture des villes progressivement et notamment les voitures les plus polluantes. C'est une politique publique de santé publique parce que ces véhicules créent de la pollution de l'air et donc des problèmes respiratoires et autres. Avant même qu'elles ne soient implémentées dans des grandes métropoles françaises, ça a créé beaucoup de remue-ménage sur les médias et réseaux sociaux, notamment on va le dire, du fait de l'émergence d'une figure médiatique qui est Alexandre Jardin, qui a écrit le livre Les Gueux, qui est un écrivain qui est dans le débat médiatique français depuis de nombreuses années et qui, par ce biais de distinction, s'est positionné sur un sujet pour créer du clivage et se situer du côté de la ruralité en disant que ces politiques urbaines accroissaient les inégalités territoriales et sociales. Et il y a eu énormément de fausses choses qui ont été dites sur ce sujet, notamment du fait d'une incompréhension du dispositif qui est certes technique. Il faut reconnaître que ça ne crée pas de l'adhésion. Ça crée beaucoup de mécontentement parce que ça fait appel à des peurs qu'on nous enlève par exemple cet objet identitaire qui est la voiture dans nos vies. Et ça, c'est ce que la transition écologique crée concrètement aussi dans l'esprit du grand public. On l'apprend et on ne l'étudie et on n'en parle que ou presque que en termes de contraintes. C'est ça. Exactement. Que vous nous dites. Et je vais prendre un deuxième exemple qui est celui plus récent du débat autour de la climatisation en période de canicule. Donc pendant la première canicule qui a été vécue à l'été 2025, on a eu une annonce tonitruante de Marine Le Pen qui a proposé de mettre en place un grand plan climatisation en France. Ça a ensuite cadré l'intégralité du débat public sur la canicule pendant 3 jours ou plus, avec cette proposition qui était pour ou contre la climatisation, qui était extrêmement réductrice parce que le débat autour de l'adaptation climatique et de tout ce qui pourrait nous permettre de mieux vivre les fortes chaleurs ne se résume pas du tout à une seule solution. Au contraire, il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de temps de travail, en termes d'infrastructure, etc. Et ce qu'on observe, c'est que du fait qu'il y ait une très faible information de base sur les questions d'adaptation climatique dans les médias français, qui, nous, le Monitor était vraiment un sujet quasiment invisible, un sujet mis à l'agenda de manière stratégique par un parti politique qui veut surfer électoralement dessus, a rencontré beaucoup de résonance et tout d'un coup a incité tous les acteurs à se positionner autour et donc à cadrer un débat public où on a complètement perdu le contrôle. Quand je dis « on », c'est les personnes qui travaillent de longue date sur les questions de transition écologique et qui essayent d'impulser des propositions
qui ne prennent pas en fait. Ouais, cette question du cadrage, elle est effectivement extrêmement intéressante et c'est un terme qu'on va sans doute employer beaucoup dans Propagation, dans l'émission, puisque la mise à l'agenda, hein, le rôle de mise à l'agenda des médias est celui sur lequel vous insistez d'ailleurs avec Otaklimat, c'est-à-dire ne vous laissez pas prendre, c'est un peu le rôle d'alerte, hein, de lanceur d'alerte que vous êtes, ne vous laissez pas prendre, médias, par ces effets de cadrage et essayez de ne pas tomber dans la participation à cette simplification, j'allais dire à outrancière, des débats sur le sujet. L'exemple de la climatisation pendant la proposition de Marine Le Pen pendant la canicule est extrêmement intéressant à cet égard. Qu'est-ce que, selon vous, il aurait fallu faire pour que ce débat ne prenne pas, ou alors pour que d'autres propositions soient mises à l'agenda et pour qu'on ne se laisse pas collectivement prendre par ce piège tendu par, en l'occurrence, propagatrice non pas de désinformation, mais de mésinformation, ou en tout cas de solutions simplistes. Déjà, je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est préparer le terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on a cette dualité information-désinformation qui ne peut pas jouer l'une sans l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une bonne information, d'une information intègre et suffisamment quantitative et accessible pour qu'on se prépare à la désinformation et à la recevoir. C'est ce qu'on appelle dans le langage de l'anti-désinformation le pré-bunking. Et donc, en fait, si on inocule la population, c'est-à-dire un peu comme si on la vaccine contre la désinformation qui va arriver, on est plus à même ensuite d'y faire face. Aujourd'hui, les questions d'environnement sont, je le répète, quelques pourcentages de temps d'antenne. Les questions de solutions sont à peu près 15-20% du temps d'antenne consacré aux questions environnementales. Les questions de solutions d'adaptation climatique, c'est résiduel, Ouais. enfin, c'est rien. Donc en fait, quand tu as une proposition qui arrive dans le débat public auquel on n'a aucune solution qui vient en face, on ne peut que s'en saisir. Évidemment. Et donc, il aurait fallu préparer le terrain. Donc, en fait, ça passe par le fait qu'en période de canicule, on ne parle pas que de la canicule qui nous tétanise. On voit des micro-trottoirs, des journalistes qui vont sur les plages, tout le monde se plaint de la chaleur, etc. C'est une information qui est très pauvre. Et en fait, ce serait très intéressant de savoir ce que préconise le Conseil pour le climat, le GIEC. Des urbanistes, un certain nombre d'acteurs, effectivement, Exactement. qui s'intéressent à ces questions depuis des années. Et pour qui la climatisation n'est pas l'alpha et l'oméga, loin de là. Exactement. Et ça fait vraiment aussi des années que certains responsables politiques se battent pour qu'il y ait des lois qui passent en la matière. Donc, il aurait fallu faire ça, d'une part. Et ensuite, dans un deuxième temps, se préparer à riposter par rapport à des cas de désinformation saillants. La climatisation, elle a une visibilité inédite en France. Enfin, nous, depuis qu'on monitore l'espace médiatique, on n'avait jamais vu autant de visibilité pour le sujet climatisation en tant que tel. Donc, c'est compliqué de riposter en tant que tel sur ce sujet. Mais par contre, être conscient que l'effet de cadrage, on peut y résister. On n'est pas obligé de poser la question frontalement à tous nos intervenants pendant 3 jours de ce qu'ils pensent de la climatisation. On peut leur demander ce qu'ils pensent de solutions pour s'adapter à la canicule. Et donc, en fait, résister à cet effet de cadrage qui nous vient tout droit d'un parti qui est en train de monter et qui va de pair avec des propositions illibérales, selon nous, ça fait aussi partie du devoir des journalistes qui ont un devoir de contre-pouvoir en démocratie. Et je pense que c'est important de resituer aussi le rôle qu'ils jouent, auquel on s'accoutume un peu quand on est dans une démocratie fonctionnelle, parce qu'on pense que en fait, c'est l'État, c'est notre droit qui est acquis, solide, sur la durée, etc. Là, on est en train de se rendre compte que c'est plus forcément le cas. Mais donc, pour se protéger eux-mêmes et protéger ce qu'ils défendent, les journalistes auraient aussi ce devoir de ne pas tomber dans le piège d'effets de cadrage très, très restrictifs. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. Je vais prendre l'exemple de Jean-Marc Jancovici, qui a été invité au JT de 20h de France 2, si je ne me trompe pas, qui a été interrogé frontalement sur la climatisation. Et c'est lui qui a recontextualisé le sujet en disant... Je veux bien répondre sur le sujet de la climatisation. En revanche, on ne va pas s'y cantonner parce que c'est extrêmement réducteur par rapport à la diversité des enjeux. Et ça, c'est une bonne réaction. Mais en fait, la meilleure réaction aurait été que d'emblée, la question qui lui soit posée ne cantonne pas le sujet à cet effet de cadrage initial. Extrêmement intéressant et très clair. J'aimerais que là, on s'intéresse à cette grammaire de la désinformation que vous analysez grâce à votre outil. Il a un petit nom, cet outil d'ailleurs, cet outil automatique. Il s'appelle Climate Safeguard. D'accord, ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cet outil donc est fondé sur une grammaire de la désinformation. Vous mentionniez cette méthodologie de l'université d'Exeter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est un cadre d'analyse en fait qui s'appelle CARDS, en donnant peut-être 1 ou 2 exemples concrets de la façon dont vous utilisez ce cadre d'analyse-là. Oui. En fait, c'est un cadre d'analyse qui est utilisé pour entraîner le modèle d'IA qu'on développe. Parce qu'en fait, c'est important de l'entraîner pour s'assurer qu'on n'ait pas des faux positifs et des faux négatifs et faciliter le travail ensuite des fact-checkers pour pas qu'ils se noient dans une myriade de faux cas.
Aujourd'hui, la typologie de narratif qu'on utilise, elle est en plusieurs catégories. Donc, il y a tout d'abord le changement climatique n'existe pas et il n'est pas causé par l'homme. Je crois que d'ailleurs, c'est 2 catégories bien distinctes. Ensuite, on a une catégorie liée à la gravité du changement climatique. Donc, c'est-à-dire ces impacts ne sont pas existants ou alors ne vont pas nous impacter ou alors sont dans tellement longtemps que ça n'est pas grave pour les sociétés humaines actuelles. Ensuite, il va y avoir tout ce qui concerne les solutions. Donc, les solutions ne fonctionnent pas, ça résume la catégorie, mais plus spécifiquement, elles sont trop coûteuses, les arbitrages financiers ne sont pas à la faveur des sociétés humaines, ça va faire s'effondrer l'économie, les énergies renouvelables polluent parce qu'elles utilisent des matériaux qui viennent de Chine, on renforce les ingérences étrangères ou notre dépendance à certaines puissances étrangères, etc. etc. Il y a énormément de narratifs, et ça, c'est ce qu'on appelle le nouveau déni, en fait, qui remplace progressivement en termes de volume dans les médias l'ancien déni qui pouvait être celui du déni scientifique pur sur l'existence du changement climatique. Donc il y a quand même une adaptation, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est plus subtil. J'allais dire la partie le changement climatique n'existe pas et ou n'est pas causé par l'homme était sans doute plus élevée. Alors on n'avait pas encore ces outils-là, mais dans les années 80, disons, que maintenant. Mais la désinformation s'adapte, c'est-à-dire qu'elle va taper plutôt sur ce que vous évoquiez à l'instant, les solutions, l'impact économique, le fait que, enfin tout ce que vous venez de lister. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même une adaptation de ces narratifs et des acteurs qui les propagent. Oui, parce que c'est important de rappeler que c'est une stratégie et que la désinformation climatique, c'est un moyen. La fin, c'est pour certains le démantèlement démocratique, pour d'autres leurs intérêts économiques, pour d'autres encore une vision idéologique du monde bien assumée. Et donc la désinformation climatique, c'est un outil parmi tant d'autres, mais qui est très puissant. Donc bien sûr qu'il mute parce qu'il s'adapte à ce qui est recevable dans le débat public. Et ça nous inquiète aussi parce que cette nouvelle forme de déni, elle est plus insidieuse, plus difficile à détecter et moins considérée, on va le dire, par les autorités de régulation comme de la désinformation. Elle est plus assimilée à de la liberté d'opinion. Or, quand on interroge des communautés scientifiques sur, par exemple, le caractère fonctionnel de certaines solutions, il y a consensus. Il y a consensus qu'on a besoin d'électrifier le parc automobile. Ouais. Et ça, c'est compliqué parce que nous, ça fait depuis très peu longtemps qu'on a réussi, par exemple, à travailler avec l'autorité de régulation audiovisuelle et à faire reconnaître que l'existence du changement climatique et son origine humaine est relevée du fait. Mais on est à des années-lumière de considérer que les énergies renouvelables et les véhicules électriques sont fonctionnels et que c'est un fait. Ouais. Oui, mais alors ça, c'est quand même effectivement un des sujets fondamentaux, c'est-à-dire que j'ai lu deux, trois choses qui vont à l'encontre de votre démarche. On vous reproche d'être contre la liberté d'expression, d'avoir une posture morale ou moralisatrice, c'est ce qu'on reproche beaucoup aux gens qui défendent un espace public sain sur ces sujets-là et fondé sur des faits. Comment vous répondez à celles et ceux qui vous disent mais en fait on a le droit de dire et de penser que le réchauffement climatique n'existe pas ou alors qu'il n'est pas causé par l'homme? En fait, on a le droit de le penser et de le dire. Par contre, les médias, c'est un espace de production d'informations qui est professionnel, qui répond à des droits et des devoirs et des obligations, en réalité. Et que ces obligations, elles sont contractuelles. Les médias contractualisent avec une autorité de régulation. Il y a un droit des médias en France qui est encadré par 2 textes fondateurs que sont la loi de 1881 sur la liberté de la presse et de 1986 sur l'audiovisuel français. Et donc, ce serait une méconnaissance du droit français que de penser que la liberté d'expression dans les médias est absolue. Ce n'est pas vrai. On n'a pas le droit de nier l'existence de la Shoah, par exemple. On n'a pas le droit de diffamer. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur l'égalité des genres. On n'a pas le droit également de tenir des propos qui sont dangereux pour la protection de l'enfance. En fait, il y a tout un tas de secteurs qui sont déjà encadrés dans les médias français. En revanche, l'environnement, comme souvent dans les politiques publiques, c'est un parent pauvre sur lequel nous, on travaille pour essayer de redresser l'état de droit et s'assurer que la rigueur et l'honnêteté de l'information prédominent et que aussi, on considère que le débat démocratique se situe davantage au niveau des solutions que des causes sur lesquelles il y a un consensus scientifique. Et donc, c'est ça qu'on va dire que nous, on ne souhaite interdire la parole de quiconque. On souhaite qu'il y ait de la contradiction éclairée et que cette contradiction, elle se situe idéalement du côté là où le débat réside, en fait, là où le débat démocratique réside. Dans votre discours, dans vos réponses, on a une dimension effectivement assez
assez politique de cette désinformation-là. Hein. Ce n'est même pas qu'on tourne autour depuis le début, c'est qu'on en parle depuis le début. Quand je lis le rapport, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que vous notez qu'une période notable de désinformation a eu lieu les semaines du 10 au 17 mars, puisque c'était le lancement de la consultation publique finale de la fameuse PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont on attend toujours d'ailleurs la publication du décret. À l'heure où on enregistre, ce n'est toujours pas le cas. François Bayrou l'avait promise. Elle n'est toujours pas actée, notamment du fait et vous l'avez mentionné aussi, du rapport du Rassemblement national aux énergies renouvelables, on va dire ça comme ça. Il y a des périodes dans lesquelles vous notez un pic de désinformation climatique, ce qui pourrait laisser à penser, mais ça c'est à vous de nous le dire, que ces attaques sont coordonnées, qu'on a des attaques informationnelles coordonnées sur les questions climatiques et propagées par un certain nombre d'acteurs. Est-ce qu'on peut juste s'intéresser à ça pour que vous nous disiez qui potentiellement est derrière, quels sont les propagateurs principaux et est-ce que ce sont des choses pensées, réfléchies et organisées? Oui, alors pour répondre à cette question, je vais finir la taxonomie qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. Il manquait une catégorie qui est importante pour répondre à cette question, qui est la détractation des défenseurs de l'environnement, le fait de porter préjudice soit à leur réputation, soit à la crédibilité de leurs propos. Et quand je dis défenseurs de l'environnement, c'est activistes, mais aussi scientifiques, journalistes environnement et institutions qui travaillent sur les questions d'environnement. Okay. Et donc on en vient à la question des attaques coordonnées. En fait, je pense que ce serait déplacé de dire que tout est coordonné. Je pense qu'on fait face à des intérêts convergents et que parce que ces intérêts sont convergents, ils sont utiles les uns entre les autres et que certaines stratégies déployées par l'un peuvent être ensuite déployées par l'autre. Donc vous voulez dire qu'on ne va pas verser dans une théorie du complot où quelqu'un ou quelque organisation tirerait les ficelles et activerait ce réseau de désinformateurs. C'est plus organique que ça. Alors d'ailleurs, peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, nous, on n'en a aucune preuve. Je pense que par contre, c'est net que dans le discours typiquement du Rassemblement national, de l'extrême droite et de la droite conservatrice au niveau de l'Europe, il y a des propos qui sont tenus qui reprennent exactement les éléments de langage de certains lobbies industriels. Et donc, sur ces éléments de langage, je vais en citer un, typiquement, qui est lié au financement des ONG. C'est pour ça que ça me semblait important de rappeler qu'il y a certains discours de désinformation qui ciblent ceux qui agissent pour l'environnement. Le financement des ONG environnementales en Europe, il fait l'objet depuis de nombreux mois d'une désinformation sur le montant qui leur est alloué. En fait, ce montant, dans le discours de certains responsables politiques, il est de plusieurs milliards d'euros. C'est faux, il est de 15 millions par an. Au niveau européen. Au niveau européen, pour les ONG environnementales, donc bien sûr pas au sein des différents pays. Et en fait, ce type de narratif, ça possède des conséquences bien concrètes, puisque les ONG environnementales se mobilisent par rapport à des normes qui perturbent certains secteurs économiques. Je vais prendre par exemple l'exemple de la norme de l'interdiction des véhicules thermiques neufs à horizon 2035, Alors, qui est une bataille européenne. J'allais justement vous amener à ça. Donc, merci de me faire la transition. Qui est une bataille européenne inscrite dans un plan au niveau européen qui a été baptisé Green Deal et voté et qui est en cours de détricotage, si je ne dis pas de bêtises. Donc, allez-y, rentrez dans les détails. Donc, détricotage qui s'opère par l'industrie automobile qui sent qu'en fait, elle n'est pas mature. Pas mature parce qu'elle n'a pas forcément cherché à l'être aussi. Et qui a peur que ça accroisse la distorsion de concurrence qu'ils peuvent avoir en ce moment, typiquement avec le marché chinois. Donc, il y a une offensive très forte à ce niveau-là. En parallèle de ça, l'extrême droite et la droite conservatrice développent une stratégie qui est carrément anti-Green Deal en règle générale. Et donc, ces deux discours convergent vers le fait qu'il faille bien sûr attaquer la parole des personnes qui défendent cette norme, donc les défenseurs de l'environnement. Et donc, on retrouve les mêmes éléments de langage sur ce narratif de leur financement qui consiste à dire ils ne sont pas crédibles, ils pompent l'argent aux contribuables européens, ils détricotent la situation du budget européen qui est mauvaise. Et donc, c'est eux le problème, c'est pas leurs propos. Et toujours plus facile de s'attaquer au messager qu'au message. C'est ce qui est en train de se passer. Et là, on voit que peut-être qu'ils ont eu des réunions où ils se sont convergés sur certains points d'éléments de langage. Mais majoritairement, en fait, c'est juste qu'ils ont un intérêt des deux côtés à l'utiliser de la même manière. Et qu'à mesure qu'on voit ces intérêts convergents dans des sphères puissantes et financées, ça prend de l'ampleur, ça devient visible et ça devient presque une vérité du débat public sur laquelle il est normal de s'attarder. Alors que initialement, c'est un propos situé
et ce n'est plus représenté comme tel. D'accord, donc c'est une convergence d'intérêts qui va amener à effectivement l'élément qu'on mentionnait tout à l'heure, à cadrer le débat, notamment médiatiquement. Alors, on a l'impression, depuis qu'on parle, qu'il y a d'un côté la sphère des médias dits traditionnels, de l'autre la sphère des réseaux sociaux et des acteurs qui communiquent sur les réseaux sociaux, parfois avec plusieurs idées derrière la tête. Ces deux faces communiquent, ces deux éléments, ces deux champs communiquent l'un avec l'autre, et on a parfois une espèce de vase communicant, c'est le terme que je cherchais, qui s'effectue entre les deux. Là, en l'occurrence, ce dont on parlait tout à l'heure avec Marine Le Pen qui propose la climatisation de façon comme remède miracle pendant la canicule, on va dire que c'est plutôt un cadrage médiatique effectué par les médias traditionnels, mais cette question, par exemple, du financement des ONG provient plutôt d'acteurs qui vont émettre ce message sur les réseaux sociaux et est repris après dans les médias traditionnels, c'est ça ? Il y a des corrélations entre les deux ? Schématiquement, nous, on parle d'acteurs, de vecteurs et de conséquences associées. Donc, D'accord. Les acteurs, généralement, ne sont pas les médias, mais peuvent être les médias, puisqu'il y a certains milliardaires qui ont un agenda idéologique bien revendiqué, qui passe par les médias qu'ils détiennent. Mais donc, différents intérêts que j'ai listés, économie fossile, économie de l'attention, extrême droite et ingérence étrangère, qui passent par certains vecteurs, que sont les médias et les réseaux sociaux, de plus en plus aussi les modèles d'IA, tout ce qui est ChatGPT, Gemini, etc., qui en fait utilisent de la désinformation. Et en fait, d'ailleurs, les taux d'erreur ont largement augmenté depuis l'année dernière. Je crois qu'ils sont passés à 30% de taux d'erreur en moyenne sur les réponses qu'ils donnent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent en ligne. Vous monitorez ça aussi ? Non, nous, on s'en préoccupe pas. On a des partenaires qui le font, mais c'est pas notre rôle. Très bien. Et ensuite, en termes de risques associés, là, on tombe sur des tricotages des normes, poussées électorales, attaques vis-à-vis d'ennemis politiques ou idéologiques, etc., etc. D'accord. Et je pense que la conséquence qu'on n'a pas encore évoquée, mais qu'il faut quand même rendre visible, c'est la sécurité des personnes. En période d'événements météorologiques extrêmes, lorsqu'il y a de la fausse information qui circule, ça peut mettre en danger des vies humaines. Alors, c'est-à-dire un exemple concret ? À Valence, il y a eu des faux numéros d'urgence qui ont circulé pendant les inondations en 2024, ce qui a conduit au fait que certaines personnes n'ont pas pu avoir à temps accès au secours. D'accord. C'est dramatique. Pendant l'ouragan Milton aux États-Unis, il y a certaines personnes qui pensaient, liées à la désinformation qui provenait des républicains et de Trump, que s'ils évacuaient leur maison, comme demandaient les pouvoirs publics, ils allaient se faire spoiler de leurs biens par l'État. L'État, l'administration allait prendre possession de leur maison et ne jamais leur rendre main. Et on imagine en fait c'est des exemples presque anecdotiques, mais qui déjà ont des retentissements physiques de grande ampleur. Mais généralisé à l'ensemble de l'espace informationnel, si on n'y prend pas garde, ça peut devenir incontrôlable. Et je vais prendre un deuxième exemple qui est celui des élections, sur lesquelles on est de plus en plus vulnérable, puisqu'il y a déjà sur le sol européen des élections qui ont été invalidées du fait d'une opération d'ingérence étrangère en Roumanie. En Roumanie, oui. Et donc, en fait, en élection, en Allemagne, récemment, j'ai cité cet exemple, on a vu qu'il y avait une opération russe qui a visé à démontrer que les activistes environnementaux et le parti des Verts avaient saboté volontairement des véhicules. Ça a été réalisé par la Russie pour donner l'impression qu'ils étaient beaucoup plus radicaux qu'en réalité. En pleine période électorale, on ne mesure pas exactement l'effet sur les scrutins, mais on peut tout à fait imaginer que ça a quand même quelques points de différence. C'est la même période électorale pendant laquelle Elon Musk faisait la promotion de l'AfD, donc du parti d'extrême droite. Exactement. Et donc ça, c'est un mécanisme qui est de plus en plus utilisé, sur lequel, à date, il n'y a pas de structure de gouvernance, il n'y a pas de structure d'alerte, il n'y a pas de structure de réponse ou de riposte qui soit spécifique au phénomène. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où ça devient massif et on navigue à vue. Et ça, c'est la situation particulièrement problématique qu'on dénonce, en disant qu'il y a des conséquences du coup de court, moyen et long terme qu'il est urgent de prendre en compte. Et sur la réception de ces messages, en fait, vous mentionniez tout à l'heure le fait de ne pas être informé correctement, selon vos critères, permet à la désinformation de nous atteindre de façon plus claire. Donc, pour parvenir à collectivement renforcer notre résistance à ce potentiel virus qu'est la désinformation, il faudrait qu'on soit toutes et tous des spécialistes et des experts du climat, des dérèglements climatiques, des réponses à apporter à ça. Comment on fait ? En fait, notre conviction chez Quota Climat, c'est qu'on a besoin d'un socle d'information de confiance où on soit sûr qu'on soit indemnisé par rapport à la désinformation. Mais ça, c'est le rapport du GIEC. Non, mais au quotidien, c'est-à-dire accessible à toutes et tous. Et ça, je pense que ce sont les médias, c'est-à-dire la presse, la télé, la radio. Les réseaux sociaux, on pourrait invoquer l'intérêt que l'information qui circule soit intègre,
En réalité, c'est pas du tout les mêmes codes de régulation, c'est pas du tout les mêmes acteurs en jeu et les mêmes rapports de force. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que c'est un combat qui est perdu, je pense qu'il doit être mené avec force, mais je pense qu'il se situe pas du tout au même niveau et qu'il est beaucoup moins accessible. En revanche, sécuriser le socle d'informations qui nous réunit depuis des dizaines, centaines d'années, c'est possible avec un sursaut de la profession journalistique qui doit être accompagné aussi par le droit pour s'assurer qu'ils soient incités quand ils ne souhaitent pas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs médiatiques qui sont impliqués, moteurs dans la lutte contre la désinformation. Ça fait partie, par exemple, de la nouvelle stratégie de France Télévisions, de considérer qu'il y a une différence entre les faits et l'opinion, que l'information, ça relève du fait et que sa place doit être très importante en société. D'autres médias ont vraiment un parti pris inverse. Il y a tout ce qui est l'essor de l'infotainment, le mélange d'information et de divertissement, etc. Enfin, le floutage des frontières entre ce qui relève de l'information et ce qui ne l'est plus. Et nous, on pense qu'on doit sécuriser ça et que c'est le meilleur moyen de lutter contre la désinformation rampante, en se disant, en fait, que la confiance, c'est peut-être le lien le plus solide qu'on a à préserver en démocratie. Dès lors qu'on détricote ce lien de confiance, qui est l'un des effets les plus pervers de la désinformation, on a tout à perdre. C'est extrêmement clair. Et vous mentionniez effectivement l'évolution du champ médiatique récent, qui est celui des chaînes d'information en continu, en grande partie. Et la radio a pris le pli aussi. Alors la radio a peut-être commencé à explorer ce terrain du débat d'opinion constant. Mais on est effectivement, et on le mentionnait tout à l'heure, sur un certain nombre de gens qui se réunissent en plateau, qui ne sont pas forcément experts de sujet et qui commentent de façon assez aléatoire l'actualité. Est-ce que ces chaînes d'information en continu ont besoin d'être régulées de façon plus importante que le reste des médias? Non, je pense que la régulation doit être uniforme à travers l'audiovisuel. En revanche, oui, il y a une attention accrue à avoir sur ce type de formats qui sont plus poreux à la désinformation d'après notre outil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des formats où le modèle économique consiste à inviter constamment des personnes qui commentent l'actualité sur les plateaux. Il y a très peu de contenu d'investigation de terrain. Déjà, c'est un modèle économique qui coûte très peu cher quand on y pense, puisqu'en fait, on a juste besoin d'avoir ce plateau et les invités qui viennent généralement bénévolement. J'en sais quelque chose. Dure expérience, j'imagine. Et en fait, ces intervenants sont réputés être des tautologues, puisqu'en fait, généralement, c'est des bons clients qui reviennent souvent pour parler de sujets sur lesquels, généralement, ils n'ont pas beaucoup d'expertise, voire pas du tout, voire des intérêts à avoir certains propos. Et donc, on se retrouve avec beaucoup plus de désinformation. Mais la régulation doit être la même. Et en fait, presque, on pourrait se dire que la régulation existante, si elle était véritablement appliquée, serait suffisante. Alors justement, vous faites appliquer la réglementation existante, on n'a pas mentionné, mais parmi les réussites de Quota Climat, on a un certain nombre de décisions de l'Arcom sur les questions de désinformation climatique, qui sont, si je ne dis pas de bêtises, les premières de fait en France et peut-être même en Europe, je crois que c'est le cas. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ça porte, qui a été impacté par ces amendes, littéralement, et comment vous en êtes arrivé à obtenir ces succès-là ? Alors, on a fait depuis la création de Quota Climat 26 saisines, donc 26 alertes à l'autorité de régulation audiovisuelle, l'Arcom. Sur ces 26, on a eu plusieurs victoires, mais généralement, c'est des petits rappels à l'information qui ne valent aucune valeur juridique. C'est même pas une tape sur les doigts, c'est juste un envoi rappel à la direction juridique de quelques éléments scientifiques. En revanche, l'année dernière, en 2024, on a obtenu 2 mises en garde de Sud Radio et une première sanction financière vis-à-vis de CNews à hauteur de 20 000 € pour, à chaque fois, des cas de désinformation climatique sur l'existence du changement climatique et son origine humaine. D'accord. Pourquoi c'est important ? 2 choses. Vis-à-vis de CNews, c'est la première fois qu'on avait une sanction financière. Ça a valeur juridique, c'est-à-dire que CNews fait un recours en Conseil d'État pour contester, comme ils le font à chaque fois, cette sanction financière. Et donc, le Conseil d'État va prochainement, on pense dans l'année 2025, se positionner par rapport à ce cas. Ce qui signifie qu'en effet, c'est la première fois, à notre connaissance dans le monde, qu'une autorité de régulation émet une sanction qui a une valeur juridique vis-à-vis d'une chaîne pour désinformation climatique. Dans le monde même, j'ai dit en Europe, c'est... D'accord. À notre connaissance, mais ça fait un petit moment qu'on creuse. Et concernant Sud Radio, donc 2 mises en garde, pour la première fois 1 cas, et pour la deuxième fois 2 cas groupés de désinformation dans la même émission, qui est Berkoff dans tous ses états, qui est l'émission sur laquelle on souligne le plus de cas de désinformation sur Sud Radio. Vous avez mentionné Pascal Praud, mais effectivement, André Berkoff est assez coutumier du fait. Exactement. Et donc, suite à une mise en garde, la prochaine étape, c'est la mise en demeure, dans la gradation des sanctions de l'Arcom. Après la mise en demeure, c'est la sanction financière. Et tout laisse à penser que, comme il y a déjà eu des cas récents sur la même émission, on va rapidement passer à la mise en demeure.
Pourquoi c'est important ? Parce que, pour le coup, Sud Radio n'avait jamais été sanctionné du tout pour ces griefs-là. CNews, ils avaient déjà été sanctionnés pour rigueur et honnêteté de l'information sur cette même émission, même si ce n'était pas sur le changement climatique. Et donc là, en fait, on crée le précédent juridique et on permet l'escalade des sanctions. En fait, dans la procédure habituelle de l'Arcom, on a d'abord la mise en garde, généralement pas forcément deuxième, mais ça peut arriver une deuxième mise en garde. Ensuite, le média est auditionné pour être rappelé à l'ordre. On essaie de comprendre ses motivations. Et si c'est pas satisfaisant, il est mis en demeure. D'accord. Et ensuite, il est sanctionné. Et ensuite, les sanctions vont de plus en plus s'accentuer. Ouais. Donc, on peut passer à des sanctions exemplaires, comme ça a été le cas pour C8, à de plusieurs millions d'euros, qui peuvent conduire, dans des cas extrêmes, à perdre sa fréquence de diffusion. Ce qui est arrivé effectivement à C8. Si je fais l'avocat du diable, vous souhaitez instrumentaliser l'Arcom pour faire en sorte qu'André Berkoff arrête de s'exprimer et que Sud Radio arrête d'émettre. C'est ça votre modèle, votre motivation finale, Eva Morel ? Alors, instrumentaliser, non. En fait, on souhaite faire appliquer notre droit citoyen à l'information. Et en fait, ça peut paraître, comme je le disais tout à l'heure, un peu particulier quand on est habitué à une démocratie. Moi, depuis que je suis née, en fait, on est en démocratie en France. On n'est pas en période de guerre. On a l'impression que nos droits sont des acquis inamovibles. Ce n'est pas le cas. Ils sont constamment en danger. Et si on ne prête pas attention, ils peuvent disparaître. Je crois que c'est Camus qui dit qu'on peut s'endormir en démocratie et se réveiller en dictature. Et en fait, c'est en train de se passer en ce moment. Et le droit à l'information, c'est une revendication légitime de la part des citoyens de le défendre. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que le climat, c'est un champ de bataille de la désinformation, on l'a largement décrit, et que si on n'y prête pas garde, si on ne défend pas nos droits, on risque de ne plus en avoir. Aujourd'hui, on a le droit de considérer que la rigueur et l'honnêteté d'information sur ces sujets méritent d'être régulés, et c'est le devoir de l'Arcom de le faire. Si on nous demande aujourd'hui si l'Arcom joue suffisamment son rôle, la réponse est non. Je pense qu'on est plusieurs organisations françaises à dire que ce n'est pas le cas. Reporters sans frontières l'a largement décrit également. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs fait un recours en Conseil d'État récemment qui a abouti à une nouvelle définition de ce qu'est le pluralisme et l'encadrement du pluralisme dans les médias français, suite notamment à des invitations largement surreprésentées de l'extrême droite dans certains médias français en période électorale. Et donc nous, on souhaite juste faire la même chose. On n'instrumentalise rien. On dit juste, en fait, on est des citoyens qui se mobilisons pour nos droits. Et cette mobilisation pour nos droits, elle prend différentes formes. On insiste sur l'Arcom là. L'Arcom est le régulateur. Le régulateur, son action est fondée sur la loi. Je sais aussi que vous essayez de pousser un certain nombre de dimensions législatives, notamment pour de propositions de loi, soyons clairs, notamment pour renforcer les pouvoirs de l'Arcom, mais aussi pour mettre à l'agenda d'une loi la prise en compte de l'état des connaissances scientifiques concernant les enjeux environnementaux. Alors, première question, à quoi ça pourrait servir ? Deuxième question, où ça en est ? À quoi ça pourrait servir ? À sécuriser un état de droit qui est sous menace politique. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'Arcom a déjà rendu des sanctions, donc le droit existant lui permet de le faire. En revanche, c'est une pratique décisionnelle, ça veut dire que ce n'est pas de l'ordre du législatif, c'est eux qui interprètent le droit. Et donc, on sécurise cette interprétation. Ensuite, nous, on pense aussi que, comme je l'ai dit, il n'y a pas que la question de la désinformation qui importe, mais aussi la bonne information, l'information quantitativement et qualitativement suffisante et intègre. Et donc, on a plusieurs articles dans cette proposition de loi qui le proposent, par exemple en renforçant la déontologie des journalistes, en s'assurant qu'en période électorale, il y a une vigilance accrue sur ces thématiques, etc. etc. Où ça en est ? On a travaillé ce texte de loi depuis 2022. Un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale a été inauguré en 2023 à l'hôtel de la Seine, donc le palais de la présidente. Ça fait un peu de remue-ménage médiatique. Ensuite, il y a eu un groupe de travail qui a été conduit pendant plus d'1 an avec des auditions. Puis le texte de loi a été déposé officiellement sur le site de l'Assemblée en novembre 2024. D'accord. On en est aujourd'hui au stade où l'instabilité politique ne rend pas facile son portage, mais on espère un examen d'ici fin 2025 du texte à l'Assemblée nationale, sous cette forme actuelle ou dans une forme plus restreinte, parce qu'on pense qu'il y a des urgences plus fortes que d'autres et que passer déjà quelques articles, ce serait déjà super. Donc, à date, on a une centaine de députés qui signent la proposition de loi de 8 groupes politiques différents. C'est aussi important pour nous de montrer que ce n'était pas qu'une affaire
de gauche, par exemple. Ouais. Mais ça va de quel groupe politique à quel groupe politique alors Ça va de LFI à Horizon. D'accord, très bien. Mais donc c'est plus que ce qu'on appelle le socle commun ou l'arc républicain. De LFI à Horizon, une centaine de députés qui soutiennent déjà cette proposition de loi, tout ou partie en tout cas. Donc on espère qu'elle sera remise à l'agenda. On parle beaucoup de mettre des choses à l'agenda au cours de cet épisode. Pour conclure, puisqu'on pourrait en parler encore des heures, mais nous avons une petite contrainte quand même si on est sur un podcast. On a évoqué énormément de solutions. Vous êtes sur un schéma avec une cible, on va dire, assez claire, c'est les journalistes et les médias. Vous appuyez sur ce sujet-là, vous mettez toutes vos forces là-dessus, et une dimension légaliste et institutionnelle, effectivement. Est-ce que la dimension, j'allais presque prononcer un gros mot, mais de contre-propagande, ou à tout le moins de contre-diffusion de messages en masse en utilisant peut-être les mêmes outils que vous pourrez qualifier de vos ennemis, en tout cas de vos adversaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose que une question que vous êtes posée? Et si oui, est-ce que c'est ce vers quoi on devrait aller pour ne pas laisser justement le champ libre à la désinformation climatique? Oui, en fait, la contre-propagande, je pense qu'elle vient du fait de connaître les armes de l'ennemi. En l'occurrence, on parle d'armes narratives, d'armes rhétoriques, donc d'armer les personnes qui font de la rhétorique, qui font de l'information à ce sujet. On pense que, par exemple, on a parlé de temporalité spécifique autour duquel la désinformation survenait. Et donc, nous, on pense qu'on peut anticiper ces périodes et donc s'assurer que les personnes qui produisent l'information soient alertées sur les narratifs en amont pour pouvoir les contrebalancer. Et ensuite, après, il y a des contre-pouvoirs citoyens qui peuvent s'établir. Et ça, c'est aussi permis par la vie démocratique du pays. Je pense que c'est important peut-être de finir cet échange sur les dangers auxquels aussi on est soumis en tant qu'organisation de la société civile qui travaille sur l'environnement et la désinformation. À l'échelle internationale, nos partenaires sont fortement sous contrainte, on est juridiquement intimidés, c'est vraiment compliqué. Et vous avez un certain nombre de procès, de ce qu'on appelle potentiellement des procédures bâillons qui sont, vous menacent de ça de façon récurrente? Kodak Climat, non, mais des partenaires internationaux, oui, notamment aux États-Unis. Et c'est important de dire que c'est quelque chose qui nous guette et sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Et donc, il y a à la fois le travail de fond qui doit être mené, mais aussi le travail de sécurisation de l'écosystème qui doit être mené en coalition avec les personnes qui portent les mêmes combats que nous. Et ça, je pense que c'est une précondition aussi de notre capacité de riposte, sur laquelle il faut qu'on soit attentif. Merci beaucoup, Eva Morel, pour la clarté de vos propos, pour cette conclusion toute trouvée. Et puis merci aussi pour votre action qui vise, alors parfois, nous on parle de décoder la guerre informationnelle chez Propagation, mais l'objectif quand même, c'est potentiellement de recoder le logiciel un peu vieillissant de nos démocraties, et ça passe sans doute par des actions comme la vôtre. Donc merci, vous êtes la bienvenue peut-être pour une prochaine saison. Et bien bon vent à Kotak Climat. C'est quoi la prochaine étape pour Kotak Climat, le prochain grand moment? Publication de nos résultats de détection de la désinformation croisés France-Brésil. Et ça, ce sera en octobre. On republiera à ce moment-là l'épisode. Merci Eva Morel. Très bon vent à vous et à Kotak Climat. Moi, je vous retrouve sur l'ensemble des plateformes. Vous connaissez ça par cœur. On va les mentionner. Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité tout à fait passionnant puisqu'il s'agira du sociologue Dominique Boulier. À bientôt. Propagation, un podcast produit par Justin Poncet, d'Opsi.ai. Animation Guillaume Ledy. Réalisation Roman Munier. Générique Martin Commandeur. Graphisme Gauthier Gevray. À la semaine prochaine.